Bonjour à tous et à toutes et bienvenue encore une fois au série Entrepreneurship Expo. Nous avons aujourd'hui l'honneur et le plaisir de recevoir une entrepreneure inspirante, Sophia Alish, qui est cofondatrice de la startup Shali.ma. Shali.ma est la première application e-commerce B2B qui est venue disrupter le marché des épiceries de grande distribution. Bonjour Sophia. Bonjour, merci de me recevoir. Merci à vous d'avoir accepté cette invitation. C'est un honneur de vous recevoir. Très gentil. Alors, avant de nous parler de cette belle aventure, je voudrais juste rappeler l'objectif de ce nouveau format de masterclass proposé par le Centre régional d'investissement de Marrakech-Safi, qui est de connaître l'entrepreneur et l'entreprise, autant la destination que le chemin parcouru et inspirer ceux qui nous suivent et créer, on l'espère réellement, de nouvelles aventures et de nouvelles vocations. Donc, je vous pose... Allô? Ça a coupé là chez moi, désolée. Ah, pardon. Alors, J'ai pas entendu la première question, désolée. Très, très simple. Qui est Sophia Alish? Alors, comment y répondre rapidement? Donc, moi, je suis née à Casablanca, j'ai grandi à Casablanca. J'ai étudié à Casablanca jusqu'à mon bac que j'ai obtenu au lycée Lyautey. Ensuite, j'ai quitté le Maroc pour aller au Canada. J'ai fait mes études à l'université de McGill à Montréal en tant qu'ingénieur en génie civil. Donc, après 4 ans, j'ai eu mon bachelor en génie civil. Et en fait, comme j'avais fait quelques stages en ingénierie, j'avais réalisé que ça ne me convenait pas très bien. Donc, j'ai passé les concours par voie parallèle et j'ai intégré l'école ESCP Europe à Paris en grande école et j'ai déménagé de Montréal à Paris. Je suis rentrée à l'ESCP, j'y ai étudié et travaillé en alternance en même temps en banque chez BNP Paribas et ensuite une fois diplômée de l'ESCP, je suis rentrée au Maroc. J'ai travaillé chez McKinsey pendant 4 ans en tant que consultante en stratégie. Et j'ai pas mal voyagé en Afrique et au Maroc aussi, avant de me lancer dans l'aventure entrepreneuriale de Chelsea. Excellent. Sophia, vous êtes maman, n'est-ce pas? Oui, maman de 2 enfants, Malik qui a 3 ans et demi et Leïla qui a 2 ans et demi. Allah yakhlihoum lik, Allah yakhlihoum lik. J'ai dit 2 ou 3 enfants, pardon. Pardon? J'ai dit je suis maman de 2 ou 3 enfants. Non, 2 enfants. Ah voilà, ok. Parce que souvent je dis j'ai 3 enfants, Malik, Leïla et Chéri qui est mon 3e bébé en fait. Ah, le troisième bébé, c'est Shali.ma. Voilà, qui arrive un peu plus tard que les 2 premiers. De toute façon, c'est sûr que ça consomme autant de temps que de vrais enfants et autant d'énergie. Ouais, c'est clair. En parlant justement de Shali.ma, dites-nous, quand avez-vous décidé de devenir entrepreneur? Quel a été le déclic pour vous pour commencer cette belle aventure? Alors, pour ne rien vous cacher, moi, quand j'étais jeune et qu'on me demandait qu'est-ce que tu veux faire, quel métier tu veux faire quand tu vas grandir, j'ai toujours su que j'avais envie de devenir entrepreneur. Et donc, déjà petite, je lançais des petits business, fabrication de bracelets en perles, que je vendais sur la plage, des petites choses comme ça. Et donc, j'ai toujours su que j'avais un petit peu une âme d'entrepreneur. Mais bon, je ne voulais pas me lancer tout de suite après mes études. Parce que je n'étais pas encore sûre de ce que je voulais faire. Donc, j'ai travaillé pendant 4 ans dans une boîte de conseil. Et en fait, quand j'ai eu mon 2e enfant, j'ai réalisé qu'il était temps pour moi de sauter le pas parce que j'ai eu mes 2 enfants pendant que j'étais encore consultante. Et j'ai réalisé que j'avais besoin d'un petit peu plus de flexibilité dans ma vie pour pouvoir justement gérer ma carrière professionnelle et mes enfants. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de sauter le pas. Excellent, excellent, très courageux d'ailleurs. Et donc, en parlant de ça, est-ce que vous pensez qu'on est entrepreneur ou alors qu'on votre expérience maintenant, quelles sont les qualités d'un bon entrepreneur?
Honnêtement, je pense que ça serait un petit peu trop réducteur de dire qu'on est entrepreneur. Je pense qu'on apprend à le devenir. Même quand on sait qu'on a envie d'être entrepreneur, on ne sait pas trop comment commencer, on patauge un petit peu au départ. Et donc, je dirais que en fait, l'entrepreneuriat, c'est évident pour personne et ce n'est pas forcément inné. Par contre, en fait, quand on a une idée, qu'on réussit à faire confiance à son idée malgré tous les obstacles et qu'on est prêt à prendre le risque, je pense que là, c'est le bon moment pour une personne de se lancer dans l'entrepreneuriat. Parce qu'il n'y a pas que l'idée, il y a aussi un contexte qui fait qu'on puisse ou non se lancer dans l'entrepreneuriat, une prise de risque qu'on veut prendre ou non. Et donc, je pense que c'est un petit peu un mélange d'envie, d'idées et de timing pour les gens qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Moi, je dirais en fait qu'un bon entrepreneur, c'est justement quelqu'un qui sort de sa zone de confort et qui ne va pas rester salarié et en fait faire son travail, attendre son salaire à la fin du mois, mais plutôt quelqu'un qui va être capable ou dans un contexte qui fait qu'il puisse se jeter à l'eau et devenir entrepreneur. Donc, je dirais qu'un bon entrepreneur pour moi, c'est quelqu'un qui réussit en fait à franchir le pas et le pas se franchit pas juste avec une idée, mais également avec le bon contexte et le bon environnement. Et bon, à saisir l'opportunité, justement. Ouais. Très, très bien. Et donc, quel a été, enfin, si vous pouvez partager avec nous votre plus beau moment en tant qu'entrepreneur? Alors, j'ai eu beaucoup de beaux moments qui m'ont procuré de la joie et beaucoup de bonheur. Je dirais que le moment où j'ai eu le bonheur le plus intense, c'était le jour où Sherry a été acceptée dans le Y Combinator, qui est en fait un programme d'accélération de start-up qui est basé à la Silicon Valley aux États-Unis et qui est en fait un super gage de confiance et qui, en gros, en fait, après pratiquement 1 an et demi d'activité, nous a fait réaliser qu'on avait vraiment quelque chose, une belle pépite entre les mains et que des gens qui étaient des experts du monde de la start-up croyaient en nous. Et ça était le plus bon moment parce qu'en fait, l'entrepreneuriat, c'est pas un long fleuve tranquille. Et du coup, quand on a un gage de confiance aussi fort, qui nous apporte aussi un environnement exceptionnel et une visibilité exceptionnelle, là, on se dit, ben, j'ai déjà franchi une super étape et j'ai déjà réussi. C'est là où l'aventure a commencé. Ben, elle avait commencé bien avant, mais c'est là où vraiment je me dis, OK, on n'est pas les seuls cofondateurs à y croire. En fait, il y a des gens qui ont vu des milliers de startups défiler sous leurs yeux partout dans le monde et ils croient dans cette startup qui est basée au Maroc. Et ça a été un moment de bonheur assez intense. Surtout que, en fait, comme on passe des entretiens et ils nous annoncent si on est pris ou pas dans la journée, enfin à la fin de la journée chez eux. Donc c'est le milieu de la nuit chez nous. Et Oui, donc, vous imaginez rester réveillé toute la nuit en attendant la réponse et au milieu de la nuit j'imagine. avoir une réponse positive. J'imagine. C'est une belle fierté. C'est une belle fierté. Alors, en parlant de ça, un entrepreneur, ce n'est pas, c'est aussi des échecs. C'est aussi des moments de doute euh, qui nous apprennent beaucoup de choses. Et donc, y a-t-il un moment particulier que vous réussi à surmonter ce moment-là? Un ou plusieurs moments, hein. Ouais, bien sûr. Honnêtement, j'ai eu plusieurs moments de doute et plusieurs moments où on se demande est-ce qu'on a fait le bon choix, est-ce qu'on est sur la bonne voie. Et encore aujourd'hui, ça peut m'arriver et je pense que c'est tout à fait normal et tous les entrepreneurs passent par ça. Euh, Moi, je dirais que c'est plutôt au début en fait de l'aventure entrepreneuriale quand on a commencé à développer notre solution, c'est-à-dire l'application pour que les épiciers puissent passer commande, Mhm. on n'était pas sûr qu'il y allait y avoir de l'adoption et ce qu'on appelle de l'attraction, c'est-à-dire des utilisateurs qui allaient commencer à utiliser notre application et revenir et la réutiliser et donc devenir des utilisateurs fidèles. Et donc, en fait, toute cette phase de début où on est en train de se concentrer sur le développement d'un produit, en fait, un MVP, un minimum viable product, qu'on lance le produit et on ne sait pas s'il va y avoir d'adoption ou pas, ça, pour moi, ça a été un moment de stress intense. Et, euh, bon, alhamdoulilah, quand on a lancé en janvier 2020, finalement, on a eu plus de traction que ce qu'on espérait.
D'ailleurs, le Covid a été un catalyseur pour nous parce que les gens, ça a exacerbé en fait le besoin de switcher Oui. vers le digital. Et donc, en fait, je dirais que le moment le plus dur pour moi a été le lancement, qui était en fait ces quelques mois où on travaillait sur quelque chose, on ne savait pas si ça allait prendre, mais on avait quand même envie de faire ça. Et comment vous avez gardé cette confiance en votre projet? Qu'est-ce qui vous a aidé? En fait, ce qui m'a aidé, c'est que j'avais vraiment constaté qu'il y avait un réel besoin. Et Mhm. c'était le fait d'avoir parlé à différents épiciers, et même l'épicier du coin de la rue de chez moi, qui trouvait que c'était une bonne idée. Et en fait, avec ce contact terrain, ou des petits focus group qu'on organisait avec des épiciers pour comprendre si c'était un outil qui pourrait éventuellement leur plaire, ben, je me disais, c'est pas possible si autant de monde me dit que c'est une bonne idée, que c'est un moyen d'approvisionnement qui leur serait utile et pratique, que ces gens-là commencent pas à adopter l'outil et d'autres épiciers également. Donc moi, c'est vraiment la connexion avec le terrain qui m'a permis de rester sereine. Rester sereine, oui, effectivement. Alors, euh, pour, selon vous, est-il aujourd'hui facile d'être entrepreneur au Maroc? Est-ce que vous pensez que notre région et notre pays offrent les conditions nécessaires pour réussir? Alors moi, je pense que peu importe la région dans le monde où on vit, c'est pas évident de devenir entrepreneur parce qu'encore une fois, j'ai ouais, voilà, je vous l'ai déjà dit, pour moi, il n'y a pas que l'idée, il y a aussi un contexte, un environnement familial qui fait que on peut se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, je pense que c'est difficile partout. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des écosystèmes qui sont beaucoup plus développés que d'autres et qui facilitent en fait le lancement des entrepreneurs. Typiquement la Silicon Valley où il y a énormément de choses qui sont accessibles comme le financement. Maintenant, Mhm. honnêtement, je trouve que le Maroc, depuis à peu près 2 ans et demi, voire 3 ans maintenant, commence à faire beaucoup d'efforts pour encourager les entrepreneurs. On a aujourd'hui un écosystème favorable, on a des programmes de financement, on a des programmes d'accélération qui font que ça commence à être possible. Donc, je citerai quelques programmes, par exemple, que moi-même j'ai fait. Il y a 212 Founders qui a été lancé par la CDG. Il y a le programme de StartGate, en fait, qui est un environnement à Ben Grir qui est rattaché à l'UM6P, avec le venture capitaliste Plug and Play. Et c'est en fait, c'est des programmes qui permettent d'avoir de l'accompagnement et du financement à la clé et qui rendent en fait les choses plus faciles aujourd'hui pour les entrepreneurs. Donc, je pense que depuis 2, 3 ans, on commence à avoir un environnement favorable. Effectivement, tout à fait. Alors, parlons maintenant de Shari Web. Alors, on le disait, je le disais au début, l'application vient disrupter un peu le marché et répondre à un besoin encore plus présent depuis la crise. Alors, expliquez-nous un peu le business model et Ouais. en quoi c'est disruptif en fait. Alors, en fait, notre idée, elle est assez simple. On est Mm. allé, en gros, moi, j'avais un épicier en bas de chez moi que j'avais l'habitude d'aller voir chaque, je sais pas, 2, 3 jours, comme tout le monde, quand on a besoin de lait, de pain, de confiture. Et en fait, quand je suis allée chez cet épicier-là, très très souvent, il y avait un camion de Coca-Cola, Centrale Danone, Tid qui s'arrêtait. Et à chaque fois, l'épicier, en fait, comme généralement il est seul où il y a 2 personnes maximum, il s'arrête Mm. de faire tout ce qui se fait, il va acheter ses produits et ensuite il revient au comptoir et nous, on attend en parallèle. Donc, j'ai commencé à discuter avec lui. Il m'a expliqué qu'il avait des moyens d'approvisionnement qui étaient parfois contraignants. Les camions ne viennent pas tous les jours, donc parfois il a des ruptures de stock. Ils peuvent aussi fermer leur hanout et aller acheter des produits chez les grossistes du coin ou à Takada, mais ce n'est pas forcément très pratique. Et donc, Mhm. en fait, l'idée est arrivée comme ça. On s'est dit que on pourrait donner à un épicier, sachant qu'ils sont pratiquement tous aujourd'hui équipés de smartphones, la possibilité d'avoir une app qui leur permet de commander leurs produits au prix marché et de se faire livrer gratuitement le lendemain. Donc, le principe, c'est ça. Maintenant, on a aussi un call center qui aide à la prise de commande parce que les épiciers Très ne bien. sont pas forcément tous tech-enabled. Et donc, pour les aider et les accompagner, on a également un call center.
Et l'idée, c'est que quand ils passent une commande, en fait, on a des warehouses, donc des espaces de stockage. On pose notre marchandise. Quand un épicier passe une commande, la commande est préparée, elle est livrée le lendemain par notre camion. Donc, en fait, le business model, il est assez simple. On achète de la marchandise de chez des fournisseurs de la grande consommation, on stocke dans notre entrepôt et on revend cette marchandise-là moyennant une petite marge quand une commande est passée. C'est excellent. J'imagine que c'est vraiment très pratique pour les épiciers, les épiceries, en fait. Bravo, bravo pour cette idée, réellement. Merci. Oui, c'est un succès. D'ailleurs, vous avez une actualité qui est assez chargée, levée de fonds record, des acquisitions d'autres startups, etc. Ça ne s'arrête jamais là. On a toujours envie de faire plus loin, c'est sûr. Et vu votre caractère, votre personnalité, c'est sûr. Alors, quelles sont vos ambitions pour les mois et les années à venir? Alors nous, notre ambition, elle est assez claire et en fait, elle se déploie en 3 volets principaux. Le premier, en fait, c'est une expansion nationale, puisqu'aujourd'hui, on a seulement 2 espaces de stockage sur Casablanca et Tanger qui couvrent un rayon de 150 km. Donc, par exemple, Casa, on couvre les villes jusqu'à Rabat El Jadida. Et l'idée, c'est vraiment de devenir national d'ici à l'année prochaine. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est en fait, devenir un leader dans le e-commerce B2B en Afrique francophone. Donc, on a récemment lancé des opérations en Tunisie et on aimerait bien se déployer dans le reste des pays d'Afrique francophone, Algérie, Sénégal, Côte d'Ivoire, etc., qui ont des marchés plus ou moins similaires aux nôtres. Oui. Et le dernier volet, c'est qu'en fait, on aimerait commencer à équiper les épiciers de manière à ce qu'ils puissent eux-mêmes offrir des services à leurs clients finaux, comme des services financiers. On commence à avoir de plus en plus de mobile wallets au Maroc. Il y a de vrais success stories dans d'autres pays émergents, notamment par exemple le Sénégal avec Wave. Et l'idée, c'est qu'on commence à déployer ce genre de service à terme. On vous souhaite beaucoup de succès. Merci, c'est gentil. Alors, Sophia, votre associé cofondateur est Ismaël Belkhiat Ouais. et c'est également votre mari. Ouais, c'est pas très commun, je l'avoue. Oui, alors c'est une question dont la réponse intéresserait, j'imagine, beaucoup de personnes qui nous suivent. Comment elle se passe, cette collaboration et cette cohabitation au boulot, justement? Est-ce que vous avez des conseils et des recommandations à faire aux personnes qui veulent se lancer dans l'aventure entrepreneuriale, mais en couple? Oui, alors bon, déjà, je vais commencer par dire que je trouve ça vraiment extraordinaire de pouvoir construire sa vie personnelle avec son conjoint, mais également quelque chose à l'extérieur de son foyer. Donc, je prends beaucoup de plaisir à le faire. Maintenant, pour pouvoir réussir à le faire, nous, on a 2 règles d'or. La première, c'est qu'on s'est séparé vraiment les tâches au quotidien de manière à ce qu'il y ait aucun d'entre nous qui interfère dans les sujets de l'autre. Donc, Smaïl va se focuser sur certains sujets et moi sur d'autres. Bien sûr, on va se consulter quand on a besoin de recommandations, mais on a chacun ses sujets et chacun son territoire. Et ça fonctionne plutôt bien pour nous. Et la deuxième règle d'or, en fait, c'est que quand on rentre à la maison et qu'on finit notre jour, enfin, on finit jamais réellement, mais quand on rentre chez nous, on ne parle plus de travail. Et donc, parce que c'est compliqué, en fait, de ne pas laisser son travail empiéter sur son dîner, tous ces événements familiaux. Et l'idée, en fait, voilà. Donc, l'idée, c'est vraiment, quand on quitte notre lieu de travail, on arrête de parler de travail. C'est très bien. Je pense que ce sont de bonnes bases et de bonnes règles. Voilà. Assez simple, mais voilà, ça marche. Ils ont votre recommandation. Je pense que c'est un excellent conseil. En parlant des gens qui nous suivent, je vais prendre quelques questions. Avec plaisir. Alors, on a Ikram qui vous demande comment savez-vous le moment de lancer un projet? Bon, j'imagine qu'elle veut dire comment vous avez su que c'était le moment opportun de le faire. Alors moi, je pense que vraiment, comme j'ai dit, il y a d'abord l'idée et identifier un besoin réel. Quand on est rentré au Y Combinator, il y a une phrase qu'on n'a pas arrêté de nous répéter en anglais, c'est "make something people want". Et en gros, ça veut dire qu'il faut que vous soyez sûr, que vous ayez des gens qui vont vouloir utiliser ce que vous allez créer ou votre produit.
Ça, c'est la première règle d'or. Et donc, vraiment, il ne faut pas hésiter à juste tester l'idée avec des gens, parler autour de soi pour qu'on ait du feedback et qu'on soit sûr que c'est quelque chose que les gens utiliseraient. Ça, c'est mon premier conseil. Et le deuxième, je pense qu'il y a un contexte aussi qui doit être favorable. Il faut, si vous êtes chez vos parents, il faut que les parents puissent vous aider. Si vous lancez ça avec votre conjoint, il faut que vous ayez un plan pour pouvoir répondre à vos besoins. Et donc, il faut que le contexte s'y apprête aussi. Et ça se prépare. Tout à fait, tout à fait. Alors, si je reprends contexte, saisir l'opportunité et aussi l'étude de marché, elle est très, très importante. Ouais, tester l'idée. Très bien. Je prendrai une autre question de Sarah cette fois. Qui vous demande comment projetez-vous Shali.ma dans les 5 ans, dans les 5 ans à venir. Merci Sarah pour cette question. Comme j'ai dit, en fait, l'idée, c'est que nous, on va vraiment se concentrer sur une expansion géographique, qu'elle soit nationale ou internationale. On va se concentrer sur l'expansion de nos services pour ne pas rester sur le métier aujourd'hui qui est d'acheter de la marchandise dans la grande consommation et la revendre, mais vraiment se positionner comme un acteur dans les services financiers en Afrique francophone. Excellent, merci beaucoup. Merci Sophia pour cette réponse. Je prendrai une autre question. On revient à Ikram d'ailleurs. Merci Ikram. Ikram est très, très, très intéressé. Alors, pardon, j'ai juste une petite fenêtre qui s'est ouverte qui m'a caché une partie de la question. Oh non, pardon, je me suis trompée, pas Ikram, plutôt Ala. Voilà. Plutôt Ala. Donc, on va lire la question de Ala. Alors, Ala vous dit, je vous remercie pour ces efforts et pour la présentation. Est-ce qu'il est possible de partager avec nous votre expérience par rapport à votre première levée de fonds et si vous avez des conseils à donner dans ce sens? Oui, bien sûr. Alors, déjà, mon premier conseil par rapport à la partie levée de fonds, c'est que c'est une tâche qui prend beaucoup de temps. Donc, il faut pas négliger. Nous, on a la chance d'être 2 cofondateurs, donc on a réussi à se séparer les tâches. Pour les personnes qui sont des solo founders, il faut vraiment bien s'organiser pour pouvoir continuer à gérer son métier opérationnel au quotidien, mais également sa levée de fonds. Donc, moi, ma première recommandation, ça serait dédier le temps qu'il faut à cette levée de fonds. La deuxième recommandation, c'est que les levées de fonds, ça se prépare. En fait, le discours qu'on tient des investisseurs, ça se prépare parce que c'est comme passer un entretien de travail. On n'y va pas sans être préparé, sans avoir des informations sur la personne qu'on va rencontrer. Et donc, vraiment préparer votre pitch. Donc, préparez votre elevator pitch et préparez les questions potentielles qu'on va pouvoir vous poser et les réponses, parce que généralement, c'est des choses qui reviennent tout le temps. Et le dernier conseil, vous devez vous-même en fait démarcher des potentiels investisseurs. N'attendez pas forcément que ça vienne à vous, démarchez-les. Et en fait, le meilleur outil pour pouvoir faire ça, c'est LinkedIn. Nous, notre première levée de fonds, on l'a fait en contactant des VC sur LinkedIn, en ayant des retours négatifs et positifs parfois de certains, juste pour avoir un call de 15, parfois 30 minutes. Et donc, c'est comme ça qu'on a commencé. Très bien, merci. Bon, voilà, vous avez votre réponse. Merci Sophia d'y avoir. Merci pour ces explications. On revient à Ikram. Ikram demande quelles sont les difficultés concernant la création d'une application ou bien d'un site web. Alors déjà, en fait, il faut savoir qui va te la créer. Donc, est-ce que tu vas internaliser des ressources IT qui vont te créer ton application mobile ou ton site web, ou bien c'est quelque chose que tu vas outsourcer? Ça dépend de ta stratégie. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui travaillent en freelance et qui peuvent travailler sur des sites web ou des applications mobiles. Il y a même des sites qui te permettent de les faire toi-même. Maintenant, tu as moins de flexibilité. Donc, il faut déjà décider qui va le faire. Est-ce que tu vas le faire toi-même à l'aide d'outils existants en ligne, ou est-ce que tu vas donner ça à quelqu'un que tu vas recruter, ou est-ce que tu vas donner ça à quelqu'un qui va être en freelance et donc chez qui tu vas outsourcer le développement? Donc ça, je pense qu'en répondant à cette question, déjà, ça permet de s'orienter vers ce qu'on veut faire. Le deuxième sujet qui est important, c'est cette application, ce site web, qu'est-ce qu'ils vont contenir?
Donc, à quoi va ressembler mon contenu, à quoi vont ressembler mes visuels, etc. Nous, au début, on le faisait seul, en fait. On dessinait des choses sur des feuilles. Et c'est comme ça qu'on a commencé pour avoir notre MVP. Aujourd'hui, on a une équipe produit en place, dont, par exemple, un profil UX et UI designer. Mais ça, c'est quand la société a un peu plus évolué, qui, eux, vont travailler sur le visuel et le contenu que tu vas leur donner. Et le troisième point qui est hyper important, c'est de faire tester en fait ton produit, même s'il ressemble à pas grand-chose au début, même si c'est sur papier, c'est pas grave. Il faut que tes utilisateurs voient le produit et te disent dès le départ, est-ce que ça leur parle ou pas. Ou pas, justement. Très bien, bah, voilà pour Ikram. J'espère qu'on a répondu à ta question. Je prends maintenant la question de Zineb. Alors, Zineb vous dit, vous êtes une réelle inspiration. C'est gentil, merci beaucoup Zineb. Alors, et vous demande, entre quitter votre travail et mettre sur pied votre projet, donc j'imagine qu'elle parle de votre travail de consultante, combien de temps cela vous a pris globalement? Pour ne rien te cacher, ça m'a pris plusieurs mois. En fait, moi, pendant mon congé maternité, je travaille. Et donc, comme j'ai eu 2 enfants pendant que j'étais consultante et que j'ai eu droit à 2 congés maternité, j'avais vraiment travaillé sur des brainstorming qui m'intéressaient. Maintenant, on a aussi travaillé sur un produit pendant quelques mois avant de pouvoir le lancer. Ça va dépendre en fait du genre de start-up que tu souhaites lancer, mais je dirais entre 3 et 12 mois, dépendamment de l'idée. Dépendamment de moi, en fait, j'ai quitté mon travail en sachant ce que j'allais faire. Donc, en parallèle de mon travail… Vous l'avez quitté suite à votre volonté justement de lancer la start-up. Oui, exactement. Donc, en fait, je savais ce que j'allais faire en quittant mon travail. Maintenant, il y a des gens qui quittent leur travail et qui peuvent se permettre de prendre quelques mois pour réfléchir à ce qu'ils ont envie de lancer. Et ça aussi, ça peut être une option. Évidemment, évidemment. Voilà. Je pense qu'on a une autre question. Oui, une autre question de Yacine. Ouais. Alors, merci de nous aider à savoir comment vous avez installé votre système de paiement de votre application. Alors, pour le moment, en fait, on fait que du paiement cash à la livraison. Donc, aujourd'hui, quand on livre une commande à un épicier, il nous paye en argent comptant à la livraison. À la livraison, voilà. Oui. Okay. Et en fait, à terme, bien sûr, on aimerait mettre en place d'autres systèmes de paiement. Cela est plus pratique peut-être vis-à-vis de votre clientèle. Oui, bien sûr. En fait, l'idée, c'est que ces épiciers puissent commencer à être équipés de mobile wallet qui feront qu'ils pourront recharger leur wallet et payer avec en fait leurs achats. Ensuite, voilà, petit à petit. Bah, justement, les épiciers sont une communauté qui n'est pas facile à convaincre et qui n'est pas facile à transformer vers le digital. Donc, c'est comme ça. Ça, c'est un avantage pour eux, le paiement par cash. J'imagine que c'est très rassurant. Oui, parce qu'en fait, comme en plus, ce n'est pas forcément une population bancarisée, ils n'ont même pas d'autres moyens de paiement en vrai. Donc, les chèques, c'est un petit peu compliqué à gérer en termes de recouvrement. Et la carte bancaire, très peu vont l'utiliser. Donc, nous, on n'a pas eu vraiment de soucis par rapport à la mise en place de méthodes de paiement. C'était assez simple au départ. Oui, oui. Justement, ça nous ramène à la question de Hicham. Je pense que ça se rejoint. Comment avez-vous convaincu les vendeurs, sachant que pour les commerciaux, vous pouvez être considérés comme des concurrents? Je trouve ça pertinent. Alors, est-ce que c'est une question qui est orientée commerciaux d'autres compagnies qui font la même chose? Je ne suis pas sûre d'avoir saisi la question. Alors, du moment que vous avez des stocks, j'imagine, donc je ne sais pas. Alors, nous, en fait, je vais peut-être développer un petit peu, ça répondra à la question. Et après, si Hicham veut repréciser sa question, ça serait bien. Exactement, on lui laissera le temps de le faire.
Ouais, alors en fait, nous, quand on a lancé Chéri, on a lancé notre application mobile, mais bien sûr, les gens avaient besoin d'entendre parler de cette application mobile pour pouvoir l'installer, puisque le marketing digital, ce n'était pas suffisant. Donc, en gros, on a recruté des gens qui étaient sur le terrain et qui faisaient du porte-à-porte pour aller parler aux épiciers et leur dire bonjour, est-ce que vous avez entendu parler de Chéri.ma? C'est une application mobile qui vous permet de passer commande. Vous pouvez aussi passer commande via un call center, etc. Et donc, en fait, l'épicier ne perdait rien à tester parce qu'on lui disait, teste, passe commande, et demain, Exactement. tu recevras ta marchandise. Si elle est en bon état, si la date de péremption est bonne, et ben, tu l'acceptes et tu la payes au moment de la livraison. Donc, c'était vraiment en fait avec des équipes terrain qui ont convaincu les gens à passer leur première commande. Et ce n'est que comme ça qu'on a réussi à lancer Chef. On a aussi fait du marketing digital en parallèle. Donc, si vous allez voir, jeter un coup d'œil à notre page Facebook, par exemple, on poste pas assez régulièrement pour continuer en fait à avoir des interactions avec notre communauté. Et puis, on envoie aussi des WhatsApp, SMS, push notifications sur l'app pour rappeler en fait aux clients que nous existons. Excellent, excellent. Je pense que ça répond à la question de Hicham. Sophia, merci, merci infiniment. Merci pour votre générosité, pour ce partage. Je suis certaine que votre parcours a dû inspirer les gens qui nous suivent. Je vous laisse conclure avec un dernier mot et vous adresser directement aux entrepreneurs qui nous suivent. Bah déjà, merci à vous de m'avoir reçu. Merci aux personnes qui nous suivent d'avoir interagi, écouté ce que j'ai dit. N'hésitez pas en fait à me contacter via LinkedIn si vous avez des questions ou si vous souhaitez en savoir un petit peu plus sur mon aventure entrepreneuriale. C'est une très, 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 très belle aventure que je souhaite à tout le monde de vivre. Très bien, très bien. Sophia, merci infiniment. Vous passerez le bonjour à votre belle famille et j'espère, Merci. je vous dis à très bientôt, j'espère. Merci. Au revoir, Hannah. Merci À beaucoup. bientôt. Merci. Au Au revoir. revoir.